Dis-moi, Nathalie Schran-Guillermat, j'ai l'impression que tu as la tête dans les étoiles, mais alors vraiment. Hein. Un petit peu ce matin. Ouais. Quel est le sujet qui intéresse le plus les Français aux informations? À la bouffe, hein. La météo, bien évidemment. Et pourquoi la météo est-elle si fiable depuis ces 20 dernières années? Eh bien, c'est grâce aux satellites météorologiques. Et c'est à Cannes que se trouve l'entreprise qui fabrique ces satellites depuis 40 ans. Et ils ont eu la gentillesse de nous ouvrir leurs portes. Le reportage qui suit est passionnant. Cannes et ses palaces avec vue sur mer, le symbole incontournable de la Côte d'Azur. Pourtant, à 2 pas de la Croisette, une référence mondiale profite également de cet emplacement idéal. Nous sommes chez le leader européen dans le domaine des satellites. Qu'ils servent à prévoir le temps ou à observer les évolutions de notre planète, plus de 2500 satellites planent aujourd'hui au-dessus de nos têtes. Et c'est ici, sur la Côte d'Azur, que sont conçues et assemblées ces machines de haute technologie. Marie-Lise est ingénieure. Elle fait partie des 2000 employés que compte le site. C'est la responsable des premières étapes de la construction. Alors c'est le tube central du satellite, c'est ce qui constitue la base de la structure de tous nos satellites de télécommunication. Il se retrouve à l'intérieur du satellite et il va venir supporter l'ensemble de la structure des panneaux du satellite et l'ensemble des équipements. Je vais vous faire un petit schéma. Ici on a le tube central qui est devant nous. On a 2 grands panneaux CM pour communication module sur lesquels vont être installés la plupart des équipements de la mission. On a un panneau terre sur lequel viennent se fixer aussi des antennes et tout un tas d'équipements de la mission. Et après, pour représenter bien ce qu'on a l'habitude de voir, voilà, il y a ici nos générateurs solaires qui sont déployés, qui alimentent le satellite en énergie électrique tout au long de la vie du satellite. Avec notre dessin, nous devrions plus facilement nous repérer. Allongés sur leur plateforme, ces techniciens en blouse blanche travaillent sur l'un des panneaux du satellite. L'un de ces 2-là pour être exact. Il est posé horizontalement pour les opérations de collage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur position est plutôt inconfortable. On arrive à passer 2 à 3 heures. Après, c'est très difficile. On a le sang quand même qui monte à la tête. C'est assez compliqué, mais bon, ça va. On est là pour ça. Après le squelette du satellite, voici son système nerveux. 15 à 30 km de câbles relient les différents équipements. Des opérations minutieuses réalisées à la main. Tout doit être prévu et vérifié au sol, car une fois dans l'espace, les réparations sont bien sûr impossibles. 4 satellites sortent chaque année de ces ateliers. Et nous avons de la chance, car 2 d'entre eux sont en cours de préparation. Jérôme est l'ingénieur responsable de leur assemblage. Alors, nous sommes ici devant les satellites scientifiques Sentinelle 3B et Sentinelle 3A, à 2 étapes d'assemblage différents. Ici, nous avons donc les équipements électroniques qui ont été positionnés sur les panneaux structuraux. Et le câblage aussi a été positionné et connecté au niveau de ces équipements électroniques. Donc, le satellite Sentinelle 3A est lui beaucoup plus avancé dans sa phase d'assemblage, puisqu'il comprend déjà ces 15 instruments scientifiques. Car ce qu'il faut savoir, c'est que chaque satellite a une mission spécifique. Principalement, ces 2 satellites ont pour mission la surveillance des océans et des terres émergées. Donc il comprend les instruments qui permettent donc de mesurer la température de surface des océans et des terres émergées. Et l'instrument du dessus, lui, permet de mesurer la couleur des océans, qui donne une indication sur la teneur en plancton. Ces engins font partie d'un ensemble de satellites dédiés à l'observation de la Terre. C'est le programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Le premier des 2 sentinelles sera lancé l'été prochain. À la clé, pour le constructeur, un contrat total de 300 millions d'euros. Alors avant d'être en orbite, les machines vont subir une batterie de tests. Alors c'est un caisson géant de 7 mètres de diamètre, à l'intérieur duquel nous positionnons le satellite. Nous fermons la porte et recréons à l'intérieur les conditions de l'espace, à savoir le vide thermique et les variations de température. Le satellite est installé ici, en face de ces radiateurs, qui nous permettent d'obtenir une température d'environ 100 degrés, correspondant à la position du satellite face au Soleil.
En revanche, cette enveloppe cylindrique est alimentée, elle, en azote liquide, qui nous permet d'obtenir une température de moins 180 degrés, correspondant à la configuration du satellite à l'ombre du Soleil. Ces variations de température, d'environ 200 degrés, nous permettent de tester le bon niveau de performance des électroniques et des instruments à l'intérieur du satellite. Cette simulation va durer 30 jours. Un peu comme si dans votre cuisine, vous mettiez votre téléphone portable dans le four, puis au congélateur, et qu'au bout d'un mois, il fonctionnait encore. Et pour gagner son ticket pour l'espace, il y a encore d'autres tests, comme cette plateforme censée reproduire les vibrations de la fusée au décollage. Bonjour à tous. Je voulais savoir si on pouvait accéder à la salle. Oui, vas-y. Les essais sont terminés? C'est fini. C'est parfait. Merci. Mais le clou du spectacle est un peu plus loin, dans cette chambre anéchoïque. Alors, c'est le test ultime réservé au programme majoritairement de télécommunications. Cette salle est isolée des perturbations électromagnétiques externes et nous permet donc de vérifier qu'en envoyant un signal au niveau du satellite, on le réceptionne avec le bon niveau de performance. Dans quelques temps, ce satellite partira pour Kourou en Guyane, d'où il sera lancé. Alors Jérôme ne boude pas son plaisir de le voir une dernière fois. Effectivement, c'est assez magique et je vous avoue qu'à chaque fois que je rentre dans ce lieu, j'ai des étoiles plein les yeux. Notre découverte s'achève, mais Jérôme a souhaité nous emmener là où les rêves deviennent peu à peu réalité. Alors, c'est notre programme phare du moment, le programme ExoMars 2016, programme en coopération franco-italienne. Et l'objectif de cette capsule étant d'atterrir sur Mars dans 1 an et demi. Ce sera la première capsule européenne atterrissant sur Mars. C'était un rêve d'enfant, c'était les premières images des navettes, les premières images de l'exploration des planètes. Et effectivement, tous les jours, je me dis que j'ai énormément de chance de travailler sur ce type de projet. Ce n'est pas de la science-fiction. Cet objet a rendez-vous avec la planète Mars, et c'est à peine croyable. Si, pourtant je vous l'assure, il atterrira sur Mars et nous sommes tous orientés pour le succès de cette mission. C'est exceptionnel ce reportage. Bravo Nathalie Schran et aux équipes qui ont réalisé ce reportage, les équipes de Midi en France. Ah oui, c'est un vrai que grand c'est rare bravo. de rentrer comme ça chez eux et d'avoir tous ces détails, quoi. On a très bien compris comment ça Et fonctionne. ces satellites sont des références mondialement Bien reconnues. Alors, vous êtes-vous déjà demandé ce que devenaient ces satellites en fin de vie? Ah bah Parce non, qu'en mais on se général, demande. ils ont une durée de vie de 15 ans. Bah, ils se Ils promènent. partent dans le grand cimetière Voilà, des ils se promènent. satellites. Alors, Et ils se suivent les détruisent en éléphants, en rentrant fait. sur Terre. d'après l'US Space Surveillance Network, c'est bien sérieux, hein, Oui. il y a dans notre galaxie donc un peu plus de 2500 satellites en activité, mais également 13 000 épaves de satellites. Ah ouais. Vous allez le voir en image. Alors, les débris ont été volontairement exagérés pour les mettre à l'échelle de la Ça fait Terre et beaucoup pour, de que débris, pour hein. que vous puissiez les voir. Juste autour de la Terre, regardez tous ces petits points. Ce sont les satellites en orbite moyenne ou basse qui sont entre 500 et 3000 km de la Terre. Eux, ils finissent par retomber et une fois qu'ils arrivent dans l'atmosphère, Ils se ils se détruisent. désintègrent. Voilà. Ouais. Et les autres Les petits étoiles points au loin, ce sont les satellites géostationnaires. Ils sont à 36 000 km de la Terre. Eux, ils ne retombent jamais. Jamais. Mmh. Voilà, ils sont Sur leurs fixes. pattes. Mais il y a un règlement qui est très strict. Il doit toujours y avoir encore un tout petit peu de carburant pour pouvoir les désorbiter vers une orbite cimetière, comme tu viens de le dire, de façon à libérer cette orbite cimetière, L'espace. libérer l'espace de fréquence et permettre justement l'envoi de nouveaux Qui a satellites. une orbite Mais- plus haute. Ce qui est plutôt Oui. rassurant, Sur une orbite c'est... plus haute, exactement. Ce qui est sûr. plutôt rassurant, c'est qu'on sait où ils sont en fait, quasi avec exactitude. Hein, donc Ah bah, on toujours. peut- on Alors, ce qui est peut, embêtant, c'est qu'ils sont toujours là. Donc maintenant, ils travaillent justement à créer des satellites géostationnaires qui se désintègrent tout seuls. aussi. Et en ce moment, les équipes de ce programme spatial sont à Kourou, en Guyane, car demain, à 21h, tu ne pourras pas les voir, Vincent, Si, il y en a là. demain, à 21h43, heure métropolitaine, sera lancé un nouveau satellite franco-italien et qui sera à bord de la fusée Ariane 5. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Et Toutes ces encore un grand précisions. bravo à ces équipes. Ouais, coup de chapeau.